Masterclass avec Ophi Invest. Comprendre pour agir, c'est se préparer à faire les bons choix. Ophi Invest finance les acteurs qui dessinent l'économie de demain. Ophi Invest. Investissez dans votre avenir. C'est toujours comme ça, c'est le jeu des clivages. C'est une affaire dans l'affaire. C'est ça. C'est-à-dire que si personne n'avait regardé, ça aurait été une pub américaine classique. Parce que... Moi, je suis en deuxième accompagné, donc je suis accompagné. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. On a une chance incroyable, mais je m'inclus dedans. Le rencontrer, c'est un patron iconique. C'est vos questions. Vous connaissez la règle ici dans Masterclass. C'est vous qui posez les questions. Et il va les découvrir. Voilà, donc c'est le... Et d'ailleurs, on l'attend. Ah, mais je crois que je le vois. Bonjour Maurice Lévy. Bonjour David. Vous allez bien? Avec vous, toujours bien. C'est un plaisir de vous avoir, vraiment. Mais c'est un plaisir partagé. Un plaisir, et je leur ai dit, c'est une chance. Allez, Maurice Lévy, moi, on l'applaudit, allez, s'il vous plaît. Parce que c'est vraiment... Merci. En chair et en os, le vrai de vrai. Et j'ai une question juste. On lève la main à ceux qui souhaitent avoir une carrière aussi longue et aussi enrichissante que Maurice Lévy. Moi, ça dit quelque chose quand même, non? Je crois que c'est un peu dépassé. Je ne veux pas vous faire de la peine, mais je crois qu'aujourd'hui, les gens ont envie de passer quelques années dans une boîte, passer dans une autre, puis après une autre, etc. Alors que moi, j'ai passé 50 ans dans la même. Ouais, on va en parler d'ailleurs. Allez, c'est parti pour une nouvelle masterclass sur Public Sénat, la masterclass de Maurice Lévy, le président d'honneur de Publicis. Allez, on s'installe. C'est une évidence, c'est une réalité. Dans la vraie vie, évidemment, ce sont des gens qui ne se rencontrent jamais. Et c'est normal. D'un côté, on a des étudiants, vous, voilà, tout à leurs études, concentrés évidemment, et de l'autre, les plus grands dirigeants économiques français. Eh bien nous, c'est un choix, c'est une volonté, c'est une ambition sur Public Sénat. On veut que tout ce petit monde passe un bon moment et un bon moment ensemble, qu'ils puissent échanger et parler finalement de tous les grands défis qui les attendent, qui vous attendent pour que votre futur et de l'avenir. Bon, je précise, je vous le dis d'ores et déjà, que celui ou celle qui posera la question la plus pertinente se verra offrir en fin d'émission un CDI à vie chez Publicis. On applaudit Maurice Lévy. C'était pas le deal. Non, c'est une blague, évidemment. C'est une blague. C'est une blague. Mais on peut l'envisager. Il faudrait que vous soyez vraiment très, très fort. Non, le cadeau, c'est vous. Parce que Arthur Sadoun, qui dirige Publicis, est beaucoup plus exigeant que moi. Vous l'étiez déjà exigeant. Un peu. Le niveau d'exigence déjà. Oui. Maurice Lévy, regardez cette photo. Alors, vous n'étiez plus étudiant. Oh là. Vous n'étiez plus étudiant. Oh, vous aviez 30 ans. Ah non, mais pas vrai. vous étiez au début de votre carrière. Et cette photo, elle est un peu fondatrice parce que c'est votre premier tournant dans votre vie professionnelle. C'est l'incendie de 1972. Vous le raconterez mieux que moi. Mais le siège de Publicis est en feu, il brûle. Et il va enfiler carrément, alors que c'est interdit, le casque, la combinaison de pompier, pour aller sauver les bandes, les archives. Vous étiez directeur informatique. J'étais dans la maison depuis un peu plus d'un an et nous avions transformé toute l'informatique. Et je voyais toute l'œuvre que nous avions réalisée brûler et je voyais surtout, et mon inquiétude était surtout là, mes équipes qui étaient sur place. Et je dis aux pompiers, il faut que je rentre. Il me dit non, pas du tout, on s'est même battu, il m'a mis à terre. Et puis, j'ai fait le tour de l'immeuble un certain nombre de fois. Et puis, à un moment donné, je vois un commande-car. Il y avait une veste en cuir et un casque. J'ai mis la veste en cuir, le casque. Le gardien qui était rue Vernet me voit, il se met au garde à vous. Et je rentre dans l'immeuble. Je suffoque. C'est noir. Puis, je suis allé à la salle informatique et à partir de là, j'ai eu un éclair. Je me suis dit, il faut absolument que je sorte le matériel, autrement on va être dans une situation désespérée. J'étais rassuré que les équipes, elles, avaient pu quitter l'immeuble et j'ai donc commencé à sortir en cassant une fenêtre et je balançais sur le trottoir. Et vous avez récupéré donc? Et j'ai récupéré les bandes magnétiques qui étaient des bandes de données vivantes du jour même et du stock de toutes les informations que nous avions. Vous êtes remarqué par le président fondateur Marcel Bechstein-Blanchet
qui vous nomme ensuite secrétaire général. C'est comme un truc de dingue. C'est-à-dire qu'il passe Alors directeur. là, si vous voulez la vraie histoire, c'est plus simple que ça et plus compliqué. Ouais, évidemment. C'est au bout d'un an, on se croise quelque part, au drugstore d'ailleurs Matignon, on discute, et il demande à me revoir, etc. Il m'avait suivi sur tout ce que je faisais, et puis il me dit, il m'invite à déjeuner, et il me dit, bon Maurice, j'ai décidé de vous nommer directeur général, et j'avais 31 ans. Et je lui dis, non, vous ne voulez pas me nommer directeur général, vous voulez que je fasse le boulot de directeur général, mais vous avez envie d'un grand publicitaire et pas d'un informaticien pour diriger votre maison. Et si je comprends la publicité, je ne suis pas un grand publicitaire, je suis un informaticien, et vous n'aimerez pas que Publicis soit dirigé par un informaticien. Il me dit, c'est la première fois que je fais une promotion à quelqu'un, que j'offre une promotion et que la personne la refuse. Et puis, un an après, il m'a appelé en me disant, je ne vous demande pas. Je vous nomme. Je vous nomme. Quel enseignement on en tire pour nos amis étudiants qui sont là, de cette anecdote-là, qui est comme, encore une fois, pas anodine, sur celle de l'incendie, je ne vous recommande pas de le faire. C'est de l'inconscience. En ce qui concerne la deuxième, alors là, ne prenez de promotion et n'assumez de position qu'à la condition de pouvoir délivrer davantage. Over-deliver. Ça, c'est très important. Ne prenez pas un job où vous allez être à 95%. Il faut prendre un job où vous allez délivrer 120% de ce qui est attendu. Et là, vous êtes assuré que le coup d'après, vous allez pouvoir y aller encore et vous allez avoir encore la possibilité d'aller plus loin. Et c'est vraiment comme ça qu'il faut raisonner. Allez, c'est au tour à présent de nos amis étudiants de vous interroger. Ils ont tous des parcours étudiants différents, mais ils ont tous en commun d'être engagés. Vous le savez, ils ont fait leur service civique, ils ont fait du bénévolat. Bravo. On remercie, comme à chaque fois, l'association, l'Institut de l'engagement, qui nous a mis en relation. Donc on va échanger autour de leurs préoccupations, c'est leur choix, leur centre d'intérêt. Et on commence avec Salah. Question d'ailleurs que l'étudiant qui sommeille en moi aurait aimé poser. Bonjour. Bonjour. Je me présente, je suis Salah Chachoui, j'ai 24 ans, je suis en master finance à l'EM Lyon. Et en parallèle de mes études, j'ai décidé de créer ma propre entreprise, une start-up de mise en relation entre formateurs et entreprises. Et justement, ma question fait écho à ça. C'est quel conseil auriez-vous donné à un étudiant de 25 ans comme moi et à tous les jeunes actifs? Et quel conseil auriez-vous aimé entendre si vous étiez à ma place? Alors d'abord, si vous avez envie de créer une start-up, je vous aurais conseillé d'aller vers l'Escalator. Alors, vous ne savez pas ce que c'est que l'Escalator, mais l'Escalator est un incubateur que j'ai créé qui accueille gratuitement, et non seulement gratuitement, mais ça nous coûte de l'argent parce qu'on les aide, des gens qui ont des idées, qui ont la volonté de réussir et qui n'ont ni les moyens ni les relations. Donc, première chose, prenez la bonne adresse. Et deuxième chose, assurez-vous, si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, d'avoir la bonne idée. C'est la chose la plus importante. Parce que le reste vient. Mais si c'est une idée comme il en existe 2000, c'est pas la peine. Il y a déjà des gens qui sont sur le coup et qui le font mieux que vous. Mais il faut avoir le petit créneau. Cherchez pas la très grande idée qui va révolutionner le monde. Évidemment, si vous pouvez avoir le prochain Facebook ou le prochain Google, tant mieux. Mais une idée qui rend service de manière très judicieuse à une cible donnée et que vous aurez le courage de mener jusqu'au bout. C'est le seul conseil. Avec opiniâtreté. Avec un peu d'opiniâtreté, oui. Avec beaucoup de volonté, beaucoup de volonté. Pour moi, la question, c'est quelles sont les compétences qu'on devrait transmettre aux futurs dirigeants et qu'est-ce qu'on devrait, au contraire, délaisser?
Ah, ça c'est une question sur laquelle il faut avoir un peu de recul. Hein. Oui. D'abord, être dirigeant, c'est pas un métier. C'est quasiment une vocation. Parce que être dirigeant, c'est pas diriger, c'est servir. Il faut servir l'entreprise. Il faut servir les intérêts de l'entreprise. Et parfois, contre ceux qui font l'entreprise, par moment. Ça peut être contre les actionnaires, ça peut être contre les autres dirigeants. Il faut avoir une idée extrêmement précise de ce qu'on veut faire, où on veut emmener l'entreprise, et tout sacrifier à cela. C'est ma conception. Je ne dis pas que c'est la meilleure solution, mais c'est ma conception. On est au service de l'entreprise pour la porter à un certain niveau. Et pour ça, on est amené à souvent sacrifier énormément de choses. J'aimerais rebondir. Et vous, qu'est-ce que vous avez sacrifié lorsque vous étiez en poste justement de PDG chez Publicis? La chose qui m'est encore reprochée par ma femme, c'est que... Elles ont toujours raison. Oui, mais là, elle avait 10 fois raison. Je suis rentré à Publicis le 2 mars 71. Quelques semaines après, j'étais prêt pour présenter mon projet à l'ensemble du personnel, en présence de Marcel Bussel-Blanchet et de tout l'état-major. Et je m'étais préparé. Et j'étais prêt. Et je suis parti faire cette présentation alors que ma femme était en train d'accoucher. Ah. J'ai donc sacrifié le fait de ne pas avoir assisté à la naissance de mon fils, Si mon c'était à troisième refaire. fils. Si c'était à refaire. Heureusement qu'elle est là et elle m'a supporté et elle me supporte de manière inouïe. Mais j'ai sacrifié ça. Allez, une question à présent de Mahamat. Nous savons qu'en fait, l'économie repose sur la rareté. Et aujourd'hui, en fait, l'attention humaine est devenue la ressource rare. Comment une entreprise comme Publicis relève le défi en fait de l'économie de l'attention, tout en faisant attention à ne pas basculer dans la saturation de l'information et la manipulation de l'opinion, notamment publique. Vous avez plusieurs questions là. Hein. Vous avez plusieurs questions. En ce qui concerne l'économie de l'attention, c'est le cœur de notre métier. Le cœur de notre métier, c'est effectivement de délivrer un message à un consommateur, une consommatrice, et de veiller à ce que ce message retienne son attention. En ce qui concerne l'information, chacun son métier, nous ne délivrons pas d'information. Soyons clairs, nous délivrons une information commerciale, c'est-à-dire que nous sommes le porte-voix d'une entreprise qui a quelque chose à dire aux consommateurs et nous devons délivrer ce message dans la véracité la plus proche du produit, en embellissant les choses et en essayant d'être séduisant, attractif, convaincant, selon le cas. Et donc, la saturation du message, de l'information, ce n'est pas notre domaine. En revanche, la saturation du message publicitaire, c'est notre domaine, et c'est pour ça que nous ne voulons pas surmatraquer, surexposer les consommateurs et consommatrices au message, et nous voulons le délivrer de manière très personnalisée et à chacun. Donc, on essaye d'y veiller. Quant à la manipulation, la beauté en matière de publicité, c'est que la manipulation ne peut pas exister puisque c'est de la pub. Et que les gens savent que c'est de la pub, entre guillemets. On leur envoie un message publicitaire. Et aujourd'hui, ils sont suffisamment éduqués pour faire la différence entre l'information et la publicité. À l'heure où l'IA permet de créer des images sans limite et à moindre coût, selon vous, comment préserver les métiers de la création dans la communication, en particulier pour les jeunes qui arrivent aujourd'hui sur le marché du travail? Pour un
un jeune qui nous rejoint aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'il comprenne comment fonctionne l'IA, ce que fait l'IA, et sache comment s'en servir. Dès lors qu'il ou elle a bien appris à s'en servir, ça va aller tout seul. Et après, il accompagnera ou elle accompagnera le mouvement et les développements de l'intelligence artificielle. Mais donc une IA plus créative que l'humain dans la pub, c'est pas pour tout de suite. C'est encore... on est au niveau de l'aide. Elle peut stimuler la pensée, elle peut stimuler la créativité, elle peut faciliter l'exécution. Ça, c'est la première étape. Hein. Mais elle n'est pas encore en état de proposer des solutions... Aujourd'hui. Mais demain, peut-être. Ouais. Demain, peut-être. Et dans ce cas, pour moi, ce sera trop tard. Mais pour d'autres, il va falloir qu'ils se réinventent. Le jour où l'IA serait assez performant pour être quasi autonome, c'est pas forcément le mot, mais pouvoir exécuter pleinement la demande pour une commande de publicité ou autre, vous seriez donc d'accord pour embaucher moins de personnel? C'est comment vous voudriez faire? Plus l'IA se développera, moins il y aura besoin de collaborateurs ou collaboratrices pour faire un certain nombre de tâches. En ce qui concerne les collaborateurs, il va y avoir de nouvelles fonctions, il va y avoir de nouvelles façons de faire. Est-ce qu'on aura moins de monde? Très probablement. Dans quel délai? Je suis incapable de le dire, mais probablement qu'on aura des phénomènes de productivité, comme on l'a vu lorsqu'il y avait les impressions, ou lorsqu'on est passé de l'imprimerie à l'ancienne typographie aux imprimeries offset, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent évoluer. Question maintenant de Zaya. Bonsoir Monsieur Lévy. J'ai une question. En fait, j'étais curieuse de savoir quel a été le défi stratégique le plus risqué auquel vous avez dû faire face au cours de votre carrière et comment vous l'avez assumé. Mine de rien, il y a eu énormément de tournants. C'est une série de tournants. Il y a les très grands qui ont été très visibles, comme celui de la data, de la technologie ou du digital. Mais il y a eu des paris qui avaient l'air anodins. Mais quand je suis arrivé à Publicis, c'était surtout l'entité des Champs-Élysées. Publicis aux Champs-Élysées. Et une des toutes premières choses que j'ai faites, ça a été la régionalisation. Et j'ai eu jusqu'à 17 agences régionales qui, à un moment donné, pesaient plus lourd que l'agence nationale, en pénétrant le territoire. Paris gagnant. Ouais. Et ça a été un pari gagnant. Et dans les paris perdants? Moi, il y en a un, j'ai noté. Non, il y a beaucoup de paris que j'ai perdus. En 2013, la fusion avortée avec le géant américain Omnicom pour former le numéro mondial du secteur avec 130 000 salariés. Est-ce que c'est un de vos plus gros échecs? En fait, je ne regrette pas cet échec parce que dans cet échec, la raison de cet échec, c'est le fait que Omnicom ne voulait pas mettre en place le système sur lequel nous étions d'accord et qui permettait de respecter l'indépendance de Publicis. Et le partenariat 50-50. Et donc, dès lors qu'ils ne respectaient pas cela, nous risquions de nous trouver dans une situation où, finalement, on allait être numéro 1 mondial, mais c'était eux qui allaient diriger. Ouais. Et c'était eux qui allaient contrôler. Et ce n'était pas le destin que ni Elisabeth Badinter, la fille du fondateur de Publicis, ni le management voulaient pour Publicis. Question de John à présent. On a un marché du travail assez bouché, en tout cas c'est ce qu'on peut voir pour certains jeunes. Aujourd'hui, ma question c'est quelle qualité vous recherchez? C'est peut-être pas l'école, c'est peut-être pas quelqu'un qui en veut, mais qu'est-ce qu'aujourd'hui on cherche pour un bon collaborateur? Qu'est-ce qui vous prend l'œil? La qualité indispensable d'un bon collaborateur. D'abord, le marché n'est pas bouché.
il y a toujours des possibilités pour trouver des jobs. Et il faut juste avoir la possibilité de se trouver en face de là où il y a un besoin. Donc, ce qui suppose de bien faire son propre marketing. Et il faut pour cela que vous définissiez vous-même et vous définissiez vos envies et qu'ensuite vous essayez de trouver le job dans le secteur qui vous convient le mieux. Les qualités qu'on attend. La qualité la plus importante qu'on attend aujourd'hui, c'est celle de l'engagement. Hein, on cherche des collaborateurs qui sont fondamentalement engagés, qui ne sont pas des touristes et qui ont envie véritablement de de passer quelques années. Mais ça semble évident d'être engagé, non, quand on rentre dans une boîte, non, d'être motivé. La motivation, elle est... J'aimerais que ce soit si évident que ça. Ça n'est pas tout. J'aimerais que ce soit si évident que ça. Les choses ont beaucoup évolué, sont complexifiées. Les sollicitations pour des jeunes sont multiples, que ce soit sur un plan sociétal, l'engagement sur le changement climatique pour certains, pour d'autres causes pour d'autres. Et à ce moment-là, se pose une question extrêmement importante qui est quel arbitrage je fais entre les valeurs que je veux défendre et ce que me propose l'entreprise et jusqu'à quel point je m'engage dans l'entreprise. Et donc il faut choisir des entreprises avec lesquelles on se sent en harmonie, avec les valeurs de cette entreprise. Autrement, il va y avoir un disconnect très vite. Si vous aviez un seul conseil à donner pour garder la motivation intacte après tant d'années au sommet, lequel ce serait? Alors, moi, je suis toujours très motivé dans ce que je fais. Il rachète des boîtes, il lance des business, c'est un truc de dingue, ça. Donc, et je suis toujours passionné. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que il faut trouver le rôle et l'entreprise dans laquelle vous allez vous sentir motivé. Vous allez avoir des déceptions. Il va y avoir des choses qui ne vont pas. Il faut toujours trouver un espace dans lequel vous restez motivé. Et cet espace, il est en vous. Ne comptez pas sur l'entreprise pour vous l'offrir. Certaines l'offrent naturellement. D'autres sont plus réservées et il faut aller le chercher. Mais il faut que vous le trouviez en vous, en personne d'autre. Si vous ne le trouvez pas en vous, l'entreprise ne vous l'offrira pas. Et donc c'est très important d'être en accord avec vous-même dans le choix que vous faites. Allez, on continue avec une série de questions. Oui ou non? Oui ou non, vous lisez et répondez toujours à vos mails à 2h du matin. Il faisait ça quand il était à la tête de... Ce matin, c'était à 5h. Voilà, vous voyez. Hein. Mais en plus... On régresse, là. Hein. Oui, c'était à 5h du matin, j'ai commencé à faire mes mails. Oui ou non, on vous surnommait, enfin vos collaborateurs vous surnommaient Monsieur 1000 corrections. Monsieur 1000 corrections. Je ne sais pas. Très perfectionniste, on l'a compris. Hein. Je ne sais pas, mais c'est vrai que je suis assez perfectionniste et qu'il y a je reprends les textes, je corrige. Et même... c'est une qualité pour réussir. Une fois que c'est fait, une qualité pour réussir. Je ne sais pas, mais en tous les cas, c'est un trait de caractère. Oui ou non, vous n'avez jamais eu d'effets personnels, de photos de famille sur votre bureau? C'est assez rare, quand même. Hein. Je n'ai pas envie d'étaler ma vie privée, montrer la photo de mes enfants, ma femme, etc. Tous ceux qui viennent. Votre troisième enfant? J'ai 3 fils. Le fameux? Oui, le fameux. Vous n'étiez pas là Je sais. Merci. Voilà, avec plaisir. Donc, voilà. Si un sondage vous plaçait, Maurice Lévy, en bonne position pour la prochaine présidentielle, est-ce que vous vous présentez ou pas? Ah non, non. D'abord, c'est un vrai métier, c'est pas le mien. La politique, c'est sérieux. Il faut le traiter avec beaucoup de talent et d'énergie. Et il suffit pas d'avoir une ou deux idées comme ça. Il faut véritablement... Il y en a qui sont fait élire avec une ou deux idées. Hein.
Oui, et on a vu les résultats aussi. Oui ou non, on ne quitte jamais, vous ne quitterez jamais vraiment Publicis, vous qui avez passé toute votre vie là-bas. Et en même temps, je le disais, vous rachetez des boîtes, vous avez lancé des sites sur l'art. Voilà, il y a toujours... Alors, il se trouve que l'année prochaine, Publicis va fêter ses 100 ans d'existence. Ah. Et 1926, 2026. Et j'ai découvert que, à moi tout seul, j'ai fait plus de la moitié du chemin. Donc, je n'ai plus de responsabilité ni opérationnelle, ni administrative, puisque je suis président d'honneur, c'est-à-dire rien du tout. Et je suis très heureux comme ça, mais je n'ai pas quitté pour autant Publicis. Maurice Lévy, on passe à la question inversée. Cette question inversée, c'est vous maintenant qui posez une question aux étudiants qui sont là. Répondra qui veut. Il y a beaucoup de choses qu'on lit, qu'on entend. Il y a des gens qui disent « je n'irai dans cette boîte que parce qu'il y a du télétravail, et puis c'est plutôt bien. En plus, le télétravail entre le vendredi et le lundi, c'est parfait, ça m'allonge mes week-ends. » Et puis, il y a ceux qui disent « je n'irai jamais dans cette entreprise parce qu'elle brûle des matières fossiles, etc. » Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est quelles sont les valeurs qui vous intéresse dans une entreprise? De mon côté, ce qui m'intéresse, c'est deux choses. D'une part, l'écoute des salariés, c'est-à-dire qu'on ait des managers qui soient humains, qui veulent en fait apprendre aussi de leurs salariés, parce que c'est pas que descendant. Et d'autre part, moi j'ai un prisme très public, je suis passionné par le public et par aider les citoyens. Donc c'est vraiment quelqu'un qui veut travailler pour le collectif. Moi, si je devais travailler dans une entreprise, ce à quoi je me destine pas spécialement, mais ce serait la place qu'elle ferait à la possibilité d'être liquide. Je dirais, on dit souvent des GAFAM qui doivent être des géants au pied d'agile. Donc moi, j'aimerais être stimulé tout le temps, changer de métier, de fonction, etc. Et je pense que ce que je chercherais dans une entreprise, c'est cette capacité à se réinventer constamment, à toujours être amorphe presque. Je ne sais pas si c'est une force ou si... Voilà ce que je chercherais. C'est intéressant. Et c'est ça, il faut... Se réinventer perpétuellement, oui. C'est un précepte, ça, d'ailleurs. Se réinventer perpétuellement, c'est quelque chose que nous avons été amenés à faire régulièrement à Publicis. On s'est réinventé à chaque tournant. Et plus que jamais aujourd'hui, parce que tout va très vite, il faut savoir se réinventer et s'adapter. C'est d'ailleurs un enseignement qu'on peut partager. Ça fait partie du fonctionnement presque naturel de toute collectivité et de toute entreprise. Allez, merci Maurice Lévy pour cette masterclass. J'espère que ça vous a plu. Écoutez, moi j'ai passé un moment très agréable. J'espère surtout que ça vous a plu ou pas? Ça vous a plu, oui. A été utile. Merci à vous, on peut l'applaudir pour cette masterclass. Merci. Le maître, c'est lui. Hein. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Émission enregistrée depuis la Maison Sanofi à Paris. Masterclass et aussi du replay, évidemment, sur publicsena.fr. Merci et à très vite. Merci. Masterclass avec Ophi Invest. Comprendre pour agir, c'est se préparer à faire les bons choix. Ophi Invest finance les acteurs qui dessinent l'économie de demain. Ophi Invest, investissez dans votre avenir.